Il a invité son ex pauvre pour l'humilier, mais elle arrive avec un millionnaire en limousine. La phrase circulait déjà, muette et tranchante comme une lame dans le marbre doré du salon. Des lustres jetaient des prismes sur les nappes blanches. Des serveurs en smoking glissaient silencieusement entre les tables, et du côté de la grande baie vitrée, la mer reflétait des guirlandes de lumière. Mario Moreira se tenait droit devant le miroir, lisse comme un trophée encadré. Il passa la main sur le revers de son smoking, corrigea un bouton, sourit à son propre reflet, comme s'il venait de gagner une bataille dont jamais personne soupçonnerait l'existence. Barbara, fragile dans sa robe de soie, riait aux blagues faciles d'un ami photographe. Sa voix était une cascade de petits triomphes. Elle collectionnait regards et compliments, affûtait son sourire pour la photo parfaite. Autour d'eux, les invités chuchotaient en regardant la carte du menu imprimée à l'encre dorée. Partout, une atmosphère de pouvoir et de grâce calculée. On respirait le luxe poli, l'assurance d'un couple qui avait su transformer l'argent en respectabilité. Dans un autre quartier de la ville, le monde d'Emilia Castagna tenait dans une cuisine étroite où la lumière venait du panneau d'une fenêtre dont le verre ne s'essuyait pas souvent. Sur une table usée, à côté d'un biberon refroidi et d'un jouet en tissu, reposait une enveloppe à bord doré. Elle la regarda longuement, comme on étudie une blessure pour décider s'il faut la soigner ou l'ignorer. Le nom imprimé sur l'invitation était précis. Mario Moreira et Barbara Silva invitaient Madame Emilia Castagna et enfants à leur célébration. Les mots, pourtant cordiaux, vibraient d'autre chose. Emilia sentit au fond de la poitrine une vieille honte ravivée, la même humiliation silencieuse qui l'avait forcée à serrer la mâchoire pendant des années. Elle posa la paume sur le papier, le plia avec délicatesse, puis le déposa à côté de la bouilloire, comme si l'envie de le brûler pouvait la protéger d'un écho trop familier. Elle se souvenait de promesses faites il y a 10 ans, au bord d'une plage où Mario avait juré un avenir différent. Ils étaient jeunes, le monde semblait vaste. Il parlait d'entreprise et d'investissement. Elle parlait d'enfants et d'un petit appartement plein de rires. Quand les triplés arrivèrent, 3 petites vies pressées et lumineuses, tout paraissait possible. Mais la réalité, quand le glamour exigeait un prix, se montra sans pitié. Un soir, après une dispute qui n'avait jamais grand-chose de concret, Mario partit avec des valises pleines de promesses non tenues et des contrats qui lui auraient assuré l'impunité. Il la laissa derrière, seule avec 3 nourrissons et un horizon plus rude que celui qu'ils avaient imaginé. Les années suivantes furent une succession d'horloges mal réglées, une garde à l'hôpital, une journée à l'usine, un cours du soir pour trouver un avenir moins précaire, 3 petites mains cherchant la sienne au milieu des réveils nocturnes. Elle apprit à plier son corps à la fatigue et son cœur au courage. Elle apprit à sourire quand on la regardait de travers, à relever la tête à force d'y être contrainte. Parfois, quand elle avait un instant pour elle, elle se surprenait à raconter des histoires aux enfants, des récits où la mère se transformait en robe de bal et où des femmes modestes montaient sur des scènes sans demander la permission. Il y eut des jours où elle pensa à ne pas ouvrir l'enveloppe dorée, à ne pas laisser Mario jouer encore avec son orgueil, à se dire que la dignité ne se montre pas dans un salon de gala, mais dans la chaleur d'un repas partagé sur le sol. Pourtant, la curiosité et la colère avaient allumé une autre braise. Qui se serait souvenu d'elle et de ses enfants si elle s'absentait? Qui allait témoigner que les triplés n'étaient pas des trophées à exhiber, mais des êtres vivants qu'on aimait, même quand l'amour précédent s'était volatilisé? Ce matin-là, quand la petite Sofia piailla près de ses pieds en secouant un nounours, Emilia prit l'invitation et la plaça doucement dans un tiroir. Elle s'assit, la tête tournée vers la fenêtre, regardant la rue où la vie continuait sans s'excuser. Ses yeux parcoururent la silhouette d'un immeuble voisin où, un instant auparavant, un homme avait claqué la fenêtre d'un geste autoritaire. Elle eut envie de crier, pas pour humilier, mais pour rappeler que la vie peut être plus que l'ombre des autres. Elle inspira et expira, comme on adapte un petit bateau à une mer imprévisible.
Pendant ce temps, dans la salle de bal, Mario imaginait déjà le discours qu'il dirait à ses invités, une anecdote mesurée, un clin d'œil contrôlé, une phrase acérée, jetée comme une pierre dans une mare où il espérait voir les ondes de la honte d'Emilia. Il aimait jouer de la scène, il connaissait les codes. Faire venir Emilia, selon lui, était un acte de générosité ostentatoire et une manière douce de rappeler qu'il avait gagné. Il n'imaginait pas que son plan contenait en lui la graine de sa propre défaite. Barbara, bavarde et polie, se réjouissait à l'idée d'une portraiture parfaite, des images où elle apparaîtrait entourée d'un passé qui n'était plus, affublée d'un sourire qui n'appartenait qu'à elle désormais. Elle ne voyait pas l'humiliation comme une cruauté. Pour elle, c'était une cote de la mode sociale, un accessoire à assortir avec sa robe. Au moment précis où la ville s'emplissait de préparatifs, une sonnerie discrète retentit à l'appartement d'Emilia. Le vent poussa une rafale légère à travers le rideau et le bruit sembla annoncer autre chose que du courrier. Elle ouvrit la porte. Sur le seuil, un homme se tenait immobile, les mains dans les poches d'un manteau sombre, le regard posé comme si chaque mot retenu portait une responsabilité. « Madame Castagna ?» dit-il. « Hugo Xavier. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'aimerais parler avec vous. » Il n'y avait rien d'ostentatoire chez lui. Pas de bijoux, pas de logo visible. Sa voix était calme, sans condescendance. Ses yeux trahissaient une fatigue fine, comme si l'effort de veiller n'avait jamais quitté ses traits. Il avait l'allure d'un homme habitué à la discrétion, pas de celle qui se cache, mais de celle qui choisit soigneusement ses mots. Il sortit une enveloppe beige, mais ne la posa pas encore sur la table. Il savait que les papiers étaient vides sans consentement, et que la vérité exigeait d'abord un consentement humain. « Je ne veux rien vous donner que vous n'ayez pas demandé, » dit-il. « Je connais votre histoire, d'une manière que je comprends très mal moi-même. Je n'ai pas l'intention de vous faire sentir redevable. Je veux simplement vous proposer la vérité, si vous acceptez de l'entendre. » Emilia leva les yeux. La méfiance, cette vieille compagne, s'installa sur ses lèvres. « Pourquoi vous souciez-vous de moi, monsieur ?» dit-elle. « Vous ne me connaissez pas. »« Pas exactement. Mais j'ai connu des gens qui ont perdu tout sens, parce qu'ils ont cru que l'argent était le seul juge. Et j'ai appris que derrière chaque vitrine frappante, il y a parfois des dossiers qui puent. Je pense que ce mariage n'est pas seulement une fête, et si vous y allez, je veux que ce soit avec quelque chose de plus que votre courage face à la honte. » Il parla sans gloire. Il ne proposa pas d'argent, ni de promesses en l'air. Il parlait de preuves, de documents, de transferts suspects, de personnes qui avaient quitté le navire et accepté de parler sous condition d'anonymat. Il parla de mandats possibles, de jugements en germe, mais toujours dans un langage vague, respectueux de la réalité et conscient des limites. Il ne décrivait pas schéma, il proposait la possibilité que la vérité existât et qu'elle pût éclater au pire moment possible, un moment choisi avec prudence. Emilia écouta. À mesure que les mots s'alignaient, l'idée de ne pas être la victime d'une scène soigneusement écrite prit une forme nouvelle. Elle n'avait jamais voulu jouer un rôle sur la table des puissants. Elle voulait que ses enfants sachent qu'on peut tenir tête, que la vie ne se mesure pas au verre de cristal, mais aux bras qui soutiennent. L'offre de Hugo n'était pas une invitation à la revanche. C'était une proposition de sortir du rôle imposé et d'entrer dans celui où la vérité pouvait parler à son nom. Ils parlèrent des heures. Elle montra des photos des triplés. Il sourit doucement à leur visage, sans s'exhiber. Il la rassura. Il n'était pas un sauveur, ni un cavalier blanc, juste un homme qui avait rassemblé indices et personnes prêtes à témoigner. Son passé, il le garda pour lui. Quelques phrases laissées en demi-teinte sur des pertes personnelles qui ne cherchaient pas à séduire, mais à expliquer pourquoi il avait signé son engagement à la justice comme une urgence morale. Les jours qui suivirent furent une chorégraphie inhabituelle. Hugo se déplaça dans l'ombre. On le vit rencontrer un ancien comptable dans un petit café, parler en aparté avec un journaliste dont les mains tremblaient légèrement à la vue des documents, et écouter un employé qui semblait porter sur le dos le poids d'années à regarder ailleurs. Les scènes se succédèrent comme des panneaux, tous partiellement éclairés.
Dossier photocopié, un disque dur remis dans une housse, une conversation derrière des portes closes. À chaque étape, Hugo laissait à Emilia le choix de regarder ou non. Il ne voulait pas être celui qui transformait sa douleur en spectacle. Il voulait seulement rendre possible l'expression d'une vérité jusque-là muselée. Emilia, quant à elle, commença à se préparer. Non pas pour se venger, mais pour apparaître avec la dignité qui lui avait tant manqué. Une styliste bénévole, une ancienne collègue qui avait connu ses nuits blanches, proposa des tissus et des idées. Elle choisit une robe couleur saphir, profonde et ferme, comme un coup de clarté au milieu des ténèbres. Les enfants eurent des costumes simples et nets, des vêtements qui ne criaient pas leur statut, mais affirmaient leur beauté. Emilia laissa pousser ses cheveux, offrit à son visage un soin léger, moins pour séduire qu'à donner à son image une armature nouvelle. Les petites victoires s'accumulèrent. Une voisine qui jadis levait les yeux lorsqu'Emilia traversait la cour sans saluer, la complimenta maintenant en murmurant que jamais elle n'avait vu sa mère si rayonnante. Un ami d'un foyer collectif vint et la regarda avec des excuses silencieuses, tendant la main sans savoir comment réparer des années de jugement. Ses gestes, minces, furent autant de pierres posées sur un chemin qui, lentement, redevenait praticable. Dans les nuits où l'insomnie venait, Emilia parlait à voix basse avec ses enfants. Elle leur lisait des histoires où une femme ordinaire affrontait tempête et orage, et où ses enfants tenaient la lampe plus fort que la peur. L'un des triplés, Thiago, la regardait avec une gravité d'enfant qui souvent la surprenait. Il attrapait sa main et chuchotait « Maman, maintenant on est en sécurité ». Elle ne promettait rien qu'elle ne pût garantir, mais son regard contenait la ferme intention de transmuer leurs jours incertains en un récit de protection. Peu à peu, la ville elle-même commença à murmurer des rumeurs. Les invitations jointes au magazine parlaient d'un mariage du siècle. Les chroniqueurs notaient le nom de Mario avec des connotations de réussite et d'empire. Mais derrière ces façades médiatiques, des fissures apparaissaient. Un autre article parlait d'investissements faiblement expliqués. Un investisseur silencieux retirait discrètement ses photos des réseaux. Hugo avait semé les premières graines du doute. Un après-midi, alors qu'elle réajustait le nœud d'un gilet pour l'un des enfants, Emilia sentit l'angoisse remonter. Et si la scène tournait mal? Et si la vérité restait muette et qu'on la traitait de folle? Elle pensa à ces instants de sa vie où on lui avait dit de se taire pour protéger l'image familiale. Elle serra les bords du tissu entre ses doigts comme pour tenir un pacte avec elle-même. Elle irait non pour le triomphe, mais pour la parole. Si le monde voyait la vérité, il ou elle saurait de quel côté se tenait la justice. Hugo, discret mais ferme, expliqua le plan. Pas de mise en scène dramatique gratuite, pas d'exposition humiliant la personne. Il s'agissait de permettre aux faits d'être présentés à des témoins impartiaux, des journalistes prêts à diffuser, des avocats prêts à vérifier, et un officier qui pourrait intervenir si les éléments le justifiaient. Il insista sur un point essentiel. Emilia resterait maître de sa propre parole. Il ne ferait rien sans son approbation. Cette mise en garde, plus que la promesse des documents, lui rendit confiance. Un soir, il vint avec une valise légère contenant des dossiers, des clés USB et un carnet de contact. Ils s'assirent à la table, les enfants jouant non loin, insouciants. Hugo ouvrit les dossiers, il montra des extraits, des preuves de versements étranges, des listes de transactions que des témoins reconnaissaient comme incohérentes. Il montra aussi les noms de quelques personnes prêtes à parler. Il la regarda avec respect, comme si la seule vérité qui importait était son consentement. « Je vous propose de ne pas y aller pour lui donner raison, dit-il, en parlant de Mario. Je vous propose d'y aller pour être vu, pour que vos enfants sachent qu'on peut se tenir debout quand quelqu'un décide de vous faire la honte. » La simplicité de cette proposition lui ôta le souffle. Elle pensa à la fille qu'elle avait été, celle qui croyait encore aux grands discours d'amour. Elle pensa à la mère qu'elle était devenue, sculptée par les nuits et les petites victoires.
Elle sentit une colère froide, non contre le luxe, mais contre l'idée qu'on puisse monnayer la dignité d'une autre. Elle prit la décision qui allait la propulser vers une scène dont elle ne mesurait pas encore toutes les conséquences. Les préparatifs devinrent un rituel sacré. La styliste fit des essayages, les enfants sourirent, jaloux et fiers dans leurs nouveaux habits. Emilia regarda son reflet longuement, puis s'autorisa à sourire. Ce n'était pas la façade d'une revanche, mais l'équipement d'une femme prête à parler. Dans un tiroir, elle posa l'invitation pliée, non pas comme un talisman, mais comme une carte du chemin qu'elle allait traverser. Hugo s'occupa de la logistique la plus sensible. Les contacts avec la presse, les témoins en attente, un avocat discret qui accepta de veiller aux démarches légales en cas d'issue immédiate. Il fit tout sans ostentation, toujours en demandant le mot final à Emilia. Sa discrétion n'était pas froide, elle était respectueuse. Il expliqua aussi, sans exagérer, que la révélation publique pouvait être une lame à double tranchant. Elle pouvait briser le rideau d'impunité, mais aussi exposer des vies à des jugements soudains. Les triplés seraient protégés. Il en fit la promesse claire. Aucune image ne serait diffusée d'eux sans accord, et leur sécurité avait été organisée séparément. Le jour approchait. Emilia regardait la rue depuis la fenêtre, les doigts encore parfumés du savon d'un lavage récent. Elle pensa aux nuits sans sommeil, aux jours de travail et d'effort, et à la sensation étrange qu'on puisse enfin écrire son propre chapitre visible. Une amie d'un groupe de soutien vint lui apporter une tarte. Elle laissa des mots d'encouragement et laissa la clé d'un appartement voisin, cas où il faudrait fuir la curiosité des médias. Ces gestes, humbles et pris à la vitesse du quotidien, l'ancrèrent. La veille, à l'heure où la ville s'endormait, Mario répéta ces phrases devant un public imaginaire. Il murmurait, en se croyant stratège, que faire venir Emilia serait la meilleure façon de rester maître de la narration. Il prévoyait, dans sa tête, la façon d'achever la soirée comme une apothéose de sa réussite, un tableau où il apparaîtrait non seulement triomphant, mais magnanime. Il ne savait pas que les cartes, discrètement glissées sur une table voisine, pourraient bientôt retourner sa mise. La réalité, cependant, n'aime pas les certitudes. La nuit précédant le mariage, une limousine s'arrêta devant l'immeuble d'Emilia. Son moteur ronronna, une présence sobre et déterminée parmi les lampadaires. Les phares évitaient d'éblouir. La voiture semblait vouloir glisser plutôt qu'entrer. Lorsque la portière s'ouvrit, Emilia sentit l'air comme une promesse et une menace à la fois. Le cœur battant, elle rassembla les enfants dans ses bras, serrant contre elle les petits corps tièdes, qui ne comprenaient pas encore la portée des choses. Elle passa la main sur l'enveloppe dorée une dernière fois, comme pour sceller une ancienne blessure, puis elle posa la main sur la poignée de la portière. Autour d'eux, le monde continuait, ignorant que ce geste invisible, une mère montant dans une voiture, préparait le glissement d'un destin. La limousine, silencieuse, accueillit leurs pas, et la nuit sembla s'arrêter, juste un souffle, juste assez pour que tout le reste puisse basculer. Si vous êtes touché par cette histoire, likez pour soutenir les femmes qui se relèvent. À l'intérieur, les sièges étaient moelleux, non luxueux au sens ostentatoire, mais soigneusement choisis pour la discrétion. Les enfants s'installèrent en silence, comme s'ils pressentaient l'importance du voyage sans pouvoir l'énoncer. Hugo prit place en face d'eux, ses mains posées sur un dossier qui contenait plus que des papiers. Il contenait des témoins, des noms et la possibilité d'un renversement. Il regarda Emilia une dernière fois, sans attente manifeste, seulement avec la disponibilité d'un homme qui avait choisi d'être présent. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il avec une douceur qui n'appartenait ni à la pitié ni à la condescendance. Elle inspira. Les mots descendirent comme une respiration qui avait pris des années à se former. « Je suis prête, » répondit-elle. « Pas pour être humble, mais pour être vraie. » La limousine se mit en mouvement. Les phares traversèrent des quartiers, puis des avenues plus brillantes. Dans la ville, les préparatifs du mariage approchaient de leur apogée. Des invités, vêtus comme des personnages d'une pièce ancienne, se dirigeaient vers les portes du palazzo. Mais pour Emilia, pour l'instant, le monde tenait à l'intérieur de cette voiture rouge sombre.
Elle tenait les petites mains, sentit le souffle des enfants, et sut que, quoi qu'il advînt, elle ne remonterait pas le chemin qu'elle avait déjà foulé. Elle avançait vers une scène qui n'était pas la sienne, avec la ferme intention de changer le récit que d'autres lui avaient écrit. La limousine ralentit devant l'entrée du palais. Les caméras ne s'étaient pas encore orientées vers eux. Il restait un instant de calme, comme un avant-tremblement. Emilia posa son regard sur le reflet d'elle-même dans la vitre. Une femme qui n'était ni l'ombre d'autrefois, ni l'icône d'un triomphe public. Elle était simplement une mère qui demandait justice. Et puis la portière s'ouvrit, et la nuit retint son souffle en attendant que la scène commence. Et puis la portière s'ouvrit, et la nuit retint son souffle en attendant que la scène commence. La salle semblait suspendue dans une lumière dorée quand Emilia posa le pied sur le tapis menant à l'entrée. Des murmures parcoururent la foule, comme une brise qui se fraye un chemin entre des bougies. Les photographes, d'abord discrets, se redressèrent. Les flashs, comme des éclats d'étoiles trop pressés, commencèrent à fuser. Les verres tintèrent, inconscients du frisson qui venait de s'emparer du lieu entier. Elle marcha lentement, non pas embarrassée, mais mesurée. La robe saphir glissait autour d'elle comme une seconde peau. Ni ostentation, ni humilité excessive, juste une affirmation. Les triplés, serrés contre ses mains, regardaient ce monde de cristal avec des yeux qui ne savaient pas encore lire la portée des regards. Thiago tenait la main de sa sœur Sofia. João avait posé sa petite tête contre la cuisse de sa mère. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils étaient, à la manière des enfants, concentrés sur l'étrangeté d'un lieu nouveau, pas sur la vindicte qui l'avait fait venir. Le silence se fissura quand Mario leva la tête. Il reconnut la silhouette. Mais au fond de son regard, il y eut d'abord la surprise, puis une colère fine, calculée. Il esquissa un sourire qui se voulait magnanime, ce même sourire qui, des années plus tôt, avait su séduire et mentir. Autour de lui, les invités prêtèrent attention, certains amusés, d'autres attendant le moment qui promettait d'être savoureux. Barbara bloqua, un instant figé, comme si elle avait oublié ses lignes. Elle avait prévu une mise en scène où Emilia apparaîtrait fragile, reconnaissante, étonnée, un coup de théâtre si bien dosé qu'il renforcerait l'image de Mario. Mais la femme qui avançait n'était pas la proie attendue. Emilia avançait comme une personne qui portait sur elle tout son passé sans en faire un ornement. « Emilia !» murmura une voix derrière elle. Souriante, une parente tenta de tendre la main mais hésita, prise entre compassion et curiosité. Un rictus de dédain passa sur les lèvres de certains. D'autres se sentaient mal à l'aise, soudain conscients d'être témoins d'un piège dont la victime avait décidé d'entrer, non pas pour subir, mais pour dire. Le maître de cérémonie, habile dans l'art des formules, fit un signe discret à Mario qui se leva dans sa posture impeccable. Il se dirigea vers elle, en enjambant les regards, chaque pas mesuré pour sceller le spectacle qu'il avait imaginé. « Quelle surprise !» dit-il trop fort, assez pour que les verres cessent de cliqueter. « Vous avez honoré de votre présence. C'est touchant. » Sa voix trembla presque imperceptiblement, une faille dans la cuirasse. Emilia lui répondit sans s'énerver, avec cette voix que la fatigue et les années avaient adoucie et fortifiée à la fois. « Je suis venue pour entendre la vérité, dit-elle, et pour que mes enfants sachent qui est resté. » Un murmure, puis un silence que même les chuchotements peinaient à briser. Mario chercha un sourire plus large, un trait d'humour qui désamorcerait. Il ne trouva que des mots plats, et quelque chose dans la posture d'Emilia étouffa sa stratégie. Hugo resta en retrait, observant. Quand la soirée fut entrée dans une tension plus épaisse que la simple curiosité, il se leva. Il n'intervint pas d'un geste théâtral. Il fit le chemin qu'il avait prévu, calme, déterminé. À ses côtés, un homme en costume sombre, discret, posa une pochette sur le pupitre du maître de cérémonie. Les journalistes relevèrent la tête. On sentit la sphère du salon se rouler sur un axe nouveau. « Mesdames et messieurs, » annonça Hugo d'une voix qui ne cherchait pas à commander, mais à appeler l'attention, « nous sommes ici non pour briser une fête, mais pour mettre des faits en lumière. » Les mots étaient choisis,
Ils avaient la netteté d'un instrument bien affûté. Il fit un geste, et un dossier soigneusement enveloppé fut ouvert. Des photos, des copies, des extraits de relevés, des courriels imprimés. Tout était présenté sans spectacle, mais avec la gravité d'un contenu qui ne peut être ignoré. L'effet ne fut pas immédiat, mais implacable. Des visages se raidissaient, des regards se dérobaient, certains se tournaient vers d'autres dans la salle, comme pour partager le poids d'une certitude naissante. Mario pâlit. Son discours fut interrompu par un frémissement dans la salle. Un investisseur murmura. Un serveur s'éloigna lentement. Une dame posa sa coupe avant d'avaler. Les preuves n'avaient pas l'apparence d'un coup monté. Elles venaient d'un travail patient. Témoignages corroborés, transferts discutables mis en lumière, contrats douteux. La musique disparut, et le temps prit une cohérence nouvelle, celle de l'attente d'une justice qui, jusque-là, n'était que désir. « C'est faux !» siffla Mario, tentant la défense immédiate. « C'est calomnie !» Sa voix, au début ferme, se fissura en protestation plus humaine. Peur, déni, réalisation tardive. Autour de lui, certains invités firent le calcul silencieux de leur propre implication, de leurs photos et de leurs déclarations de complicité sociale. Le bruit d'un téléphone qu'on active se fit plus présent. Les journalistes prirent des notes en un rythme pressé. Barbara crut pouvoir sauver la situation en intervenant. Elle se leva, presque en transe, cherchant à brandir l'évidence de son amour. Mais les preuves étaient comme des lumières qui brûlent les faux-semblants. Elle tourna les pages, cherchant là où Mario lui avait toujours fourni la certitude. Les noms, les comptes, les notes, tout se mêlait à son vertige. Sous les strates de glamour, quelque chose craquait, et c'était la parole publique qui mettait à nu la fragile architecture de leur confort. Un officier, discret mais ferme, pénétra dans la salle. Il ne cria pas. Il fit simplement un pas en avant, montra un document que personne ne put contester. Un mandat d'arrêt fondé sur des indices sérieux. Les murmures se changèrent en un crescendo d'angoisse pour ceux qui avaient cru que l'argent était un bouclier. Les invités se reculèrent, certains s'empressèrent de quitter la table, d'autres, moins pressés, restèrent plantés comme des statues. Mario tenta de mettre la main sur son téléphone, de clarifier, de menacer, d'insinuer. Mais l'ordre était posé. Des policiers, déjà alertés en amont, vinrent l'appréhender avec respect et fermeté. Les bracelets brillèrent un instant sous les lustres. Sa résistance fut surtout morale, des phrases acerbes, des insultes contenues, un air de naufrage. Dans la fuite, Barbara se sentit prise d'un vertige moral. Elle hésita, regarda l'homme qui l'avait élevée au rang de femme publique et sentit la trahison comme un sol qui se dérobe. Elle retira son alliance, lutta avec ses sentiments et s'éclipsa, laissant derrière elle la trace d'un choix et d'une chute prévisible. La scène n'excita pas la joie des spectateurs. Elle fit tomber le rideau d'illusion qui avait enveloppé leur admiration. Certains pleurèrent doucement. D'autres, pris de dégoût, quittèrent la salle en murmurant. Les triplés restèrent collés au corps d'Emilia qui, à cet instant, fut plus mère que jamais. Elle ramassa la vérité et la plaça au-dessus de l'humiliation. Quand le dernier policier s'éloigna, il y eut parmi la foule un silence qui n'était ni apaisement ni triomphe. C'était plutôt le souffle d'un monde qui découvre qu'il a longtemps regardé dans la mauvaise direction. La presse se rua. Les caméras captèrent des plans. La robe saphir d'Emilia, la silhouette de Hugo effacée dans l'ombre, la scène juridique qui se déroulait comme un acte final. Les manchettes le lendemain étaient nettes. Chute d'un empire, le mariage qui a tourné en procès public, l'ex-humilié devient témoin. Les colonnes des journaux, cependant, contenaient plus que du scandale. Elles faisaient entendre la voix de ceux qui avaient été réduits au silence. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Des appels anonymes affluèrent vers le téléphone d'Emilia, beaucoup d'empathie, quelques critiques acerbes, mais plus nombreux furent ceux qui venaient offrir un soutien concret. Une vieille mère du quartier qui proposait de garder les enfants si le besoin s'en faisait sentir. Une amie qui apporta des sacs de vêtements. Une ancienne collègue
péniblement satisfaite de la capitulation du mensonge. Les réseaux sociaux regorgeaient d'images et de commentaires, parfois cruels, parfois solidaires, mais toujours révélateurs d'un basculement. Mario fut emmené vers des lieux où la justice ferait son travail. Ses manœuvres privées, jusqu'alors invisibles, prenaient maintenant la lumière. Les investisseurs, refusant l'odeur du scandale, se retirèrent. Contrats furent renégociés, logos ôtés des vitrines, pages effacées. La chute prit la forme d'une purge silencieuse. On parla de comptes gelés, d'enquêtes, de mandats. On parla surtout d'un empire qui s'effritait. Mais les voix, dans les couloirs de la ville, s'attardèrent davantage sur Emilia, non pas pour la prendre en pitié, mais pour comprendre la force tranquille qui l'avait conduite à parler. Hugo, quant à lui, resta discret dans l'ombre des jours suivants. Il accepta quelques interviews, mais il parlait peu de lui, redirigeant le projecteur vers ceux qui avaient été victimes. Dans la confidentialité de leur rencontre, il avoua à Emilia un morceau de son histoire. Autrefois, il avait perdu quelqu'un qui lui rappelait la valeur d'un geste de vérité. Ce n'était pas une quête de rédemption personnelle. C'était, au mieux, une reconnaissance que l'on peut se battre pour des causes qui dépassent l'intérêt propre. Emilia l'écouta, mais ne le mit pas sur un piédestal. Il avait aidé à ouvrir une porte. Elle avait choisi d'entrer. La justice mit des mois à dérouler son fil, comme une mer qui expose ses rochers au rythme des marées. Des auditions eurent lieu, des témoins furent entendus. Le bruit des scellés et des sceaux couvrit pendant un temps les conversations mondaines. Les avocats parlèrent de vérification et d'analyse. Les journalistes fouillèrent des archives et retrouvèrent des traces d'opérations opaques. Mais au cœur de ces procédures, la voix d'Emilia resta présente. Elle témoigna de sa vie, de l'abandon, de la solitude que multipliait la responsabilité de 3 enfants. Elle parla sans complaisance, non pour humilier, mais pour dire ce qu'elle avait dû endurer. Entre-temps, Barbara, chassée par la honte, s'efforça de refaire sa vie loin des lumières. Elle disparut des réseaux, ses agences la retirèrent des contrats. Ses proches, eux-mêmes prudents, prirent leur distance. La ruine sociale est parfois plus vive que la ruine financière. Elle emporte avec elle la possibilité d'un retour facile. Dans un café, elle pleura, seule, non pas tant pour Mario que pour l'image d'elle-même qui s'était fracturée. C'était la conséquence cruelle d'un choix fait dans l'ombre d'un homme, une jeunesse vendue à un rôle qui n'était pas entièrement sien. Le temps assembla les pièces de la reconstruction. Emilia et Hugo travaillèrent côte à côte pour créer non pas un spectacle de réparation, mais un projet concret. Ils prirent contact avec des associations, des spécialistes et quelques donateurs qui souhaitaient soutenir une cause tournée vers les mères en transition. Celles qui sortent d'une relation toxique, celles qui affrontent la précarité après l'abandon, celles qui cherchent à instaurer un avenir durable pour leurs enfants. La fondation naquit d'une volonté mêlée, la colère transformée en système d'aide, la souffrance convertie en ressources. Les premiers mois furent rudes. Réunions, bureaucratie légère mais nécessaire, choix d'objectifs, mise en place de soutiens psychologiques et juridiques. Emilia prit la parole lors d'événements modestes, pas pour être l'exemple d'une revanche spectaculaire, mais pour être un témoin vivant du chemin possible. Ses discours furent sincères, parfois vulnérables, parfois secoués d'émotions. Elle parlait de nuits de doute, d'ennuis alimentaires, de nuits blanches avec 3 nourrissons. Elle racontait aussi les petites victoires, un dossier accepté, un enfant reprenant confiance à l'école, une mère qui retrouvait un emploi grâce à un stage proposé par la Fondation. La Fondation prit peu à peu une force de proposition, ateliers de formation, hébergement temporaire, conseils juridiques, orientation professionnelle. Des partenaires s'engagèrent, parfois discrètement. L'objectif n'était pas de sauver toutes les vies, mais d'offrir une main tendue aux femmes qui souhaitaient se relever sans devenir dépendantes. Emilia y trouva une raison d'être au-delà de son propre traumatisme. Elle put mettre en commun ce qu'elle avait appris à force de nuits éveillées. Le projet devint une catharsis où la douleur était transformée en outil,
Hugo n'effaça pas la présence d'Emilia. Il joua d'un rôle de soutien qui évitait l'éclat de l'héroïsme. Il fournissait des ressources, des conseils et une écoute. Ils partagèrent des responsabilités. Ils se disputèrent parfois sur la meilleure stratégie. Et ces frictions furent la preuve que leur relation n'était pas une simple dynamique de sauvetage. Quand il fit sa demande, oui, il y a eu un moment où, devant quelques proches réunis lors d'un événement de lancement, il proposa de marcher à ses côtés de manière formelle. Ce fut pensé comme un pas de deux égalitaires. Il ne demandait pas un acquis, il offrait un engagement. Emilia prit le temps de répondre. Elle refusa l'ancienne idée du mariage comme trophée et accepta l'idée d'un avenir partagé, accompagné de réserve, d'espoir et d'une conscience affinée. Les enfants, quant à eux, grandissaient dans une atmosphère plus stable. On évita soigneusement leur exposition médiatique. Les photos publiées se limitaient à images générales, sans visage reconnaissable, témoignant d'un respect profond pour leur intimité. Les triplés retrouvèrent un rythme scolaire, des jeux moins interrompus par les urgences et la possibilité de grands rires à table. Tiago, quelques mois après l'affaire, ramassa une pierre sur la plage et dit à sa mère, avec la simplicité des enfants, « On a gagné, maman. On a retrouvé la paix. » Emilia ne répondit pas par un triomphe. Elle sentit plutôt la gratitude et la fatigue mêlées. La victoire lui avait coûté, mais elle avait payé ce prix pour ses enfants et pour la vérité. La ville, elle aussi, changea lentement. Les récits de petites filles et de jeunes femmes qui s'étaient organisées se multiplièrent. Les chroniqueurs renommés prirent la plume pour évoquer la responsabilité des élites qui se croient intouchables. On parla d'un changement de regard. La solidarité envers celles qui avaient été jugées, parfois trop vite, prenait place. Les débats publics abordèrent les conséquences de l'impunité sans sombrer dans la détestation. On discuta plutôt des moyens de réparer. Pendant ce temps, Mario entama un processus judiciaire dont le détail n'était pas exposé aux regards indiscrets. Il y eut des audiences, des plaidoiries, des preuves présentées. La justice fit son travail à la lenteur qu'on lui connaît, mais la ruine morale et sociale était déjà là. Ses entreprises perdaient clients et contrats. Ses amis prenaient leur distance. Il se rendit compte, parfois dans des nuits interminables, que son empire dépendait autant d'alliances que d'images. Sa chute fut anodine et terrible. La reconnaissance qu'on ne pouvait piloter la vie des autres sans y laisser sa propre dignité. Pour Emilia, la reconstruction fut composée d'étapes quotidiennes. Elle trouva un emploi à mi-temps dans la coordination d'un projet social. Elle continua à mener sa fondation et s'assura que les triplés aient une enfance sans éclats inutiles. Elle prit parfois des cours du soir, non pour revendiquer un titre, mais pour nourrir un esprit qui avait connu la précarité. Son passé resta présent, mais il perdit peu à peu sa capacité à la définir. Elle écrivit, dans des moments solitaires, des lettres à la femme qu'elle avait été, non pour garder une rancœur, mais pour témoigner de la force fragile qui l'avait portée. Il y eut des moments de doute, un article dur, une critique, un procès qui traînait. Mais il y eut aussi des instants de paix, un dimanche dans un parc, les enfants courant sans souci, un après-midi où une voisine ramassa des feuilles mortes sur le trottoir en échangeant un sourire. Emilia apprit à savourer ces petites victoires, reconnaissant dans chaque geste de la vie quotidienne la confirmation d'un chemin choisi. La fondation grandit et, quelque temps après, organisa une cérémonie d'inauguration d'un centre d'accueil pour mères en transition. Emilia prit la parole devant une assemblée moins étoilée que les banquets où autrefois on l'invitait en tant que curiosité. Elle parla de dignité et de communautés qui soutiennent. Elle parla aussi, humblement, de cette limousine qui avait changé un soir, non pas pour glorifier le moment, mais pour signifier que parfois le courage d'une personne appelle la solidarité d'autres. « Nous ne sommes pas une histoire de revanche, dit-elle, la voix posée regardant les visages attentifs. Nous sommes une histoire sur ce que peuvent faire des gens qui choisissent de garder leur dignité. Mes enfants m'ont appris que la force se trouve dans la constance, pas dans le pic d'un triomphe. » La salle applaudit,
non par spectacle, mais par reconnaissance. Les mères qui venaient chercher une écoute purent voir en elle quelqu'un qui parlait avec une vérité forgée par l'expérience. Les discours de remerciement furent sincères, parfois entrecoupés de larmes, parfois de rires doux. Hugo se tint toujours à ses côtés. Ils discutèrent en privé de limites, d'espaces à préserver et des voies pour que la Fondation garde son indépendance. Leur relation fut un tissage, des fils de confiance, de concession, d'ambition partagée et d'un amour qui s'institua non comme sauvetage, mais comme partenariat. Ils apprirent à se reconnaître l'un l'autre sans effacer l'autonomie. Les lecteurs et téléspectateurs se passionnèrent pour l'histoire, mais Emilia évita de transformer sa vie en produit médiatique. Elle accepta quelques interviews où elle pouvait orienter la conversation vers les actions concrètes. Elle refusa celles qui cherchaient la dramatisation. Ses réponses furent franches. Elle parlait de peur et de battements de cœur, mais aussi de planification, d'aide et d'alliance. Les mois passèrent, et la vie reprit ses couleurs nuancées. Les enfants apprirent à aimer l'école. Un jour, Thiago revint avec un dessin qu'il avait fait. Une mère, 3 enfants et une maison autour d'un grand soleil. Emilia conserva ce dessin sur le frigo, comme un témoignage silencieux de l'enfance retrouvée. La ville parfois s'en souvenait. On ne parlait plus seulement du mariage qui a tout changé, mais des petites initiatives qui avaient suivi. Des patrouilles citoyennes pour prévenir les violences, des groupes de parole, des plateformes d'entraide. Il semblait que la parole d'une femme avait fini par ouvrir des brèches où d'autres pouvaient se faufiler. La justice avait son rythme, la société avait le sien. Mais une chose était claire, l'habit ne faisait pas la dignité, et les rêves modestes pouvaient survivre à la trahison. Au fil d'un an, la Fondation publia un rapport sans prétention, des histoires de réussite modeste, des chiffres sur les places d'accueil, des témoignages. Les résultats furent mis en avant non pas pour la gloire, mais pour inspirer d'autres initiatives. Emilia participa à des conférences, non pour paraître, mais pour partager des outils, comment tendre une main sans infantiliser, comment respecter des parcours individuels, comment rassembler des ressources pour que la sortie d'une violence soit aussi pragmatique qu'émotive. Un soir, alors que les enfants dormaient, Hugo et Emilia marchèrent sur la plage. Les rues semblaient plus douces, et le bruit des vagues avait quelque chose d'apaisant, comme une voix qui encourage à continuer. Ils parlèrent doucement, échangeant projets et peurs. « Tu sais, dit Hugo, parfois j'ai peur que tout cela soit trop fragile. »« Tout ce qui mérite d'être fait commence fragile, » répondit Emilia avec un sourire. « Ce que nous pouvons faire, c'est le tenir, pas le forcer. » Il était des moments où la tendresse se manifestait sans besoin de paroles grandioses. Une tasse de thé partagée, une minute de silence pour se remémorer ceux qu'on avait perdus, ou une proposition de regard complice pendant une réunion stressante. Leur amour, mesuré, fut un terrain qui permit aux deux de continuer à apprendre l'un de l'autre. Un an après le mariage qui avait tout retourné, ils organisèrent une cérémonie simple pour inaugurer une extension du centre. Une salle de jeu, des bureaux pour des avocats bénévoles, une petite bibliothèque. La presse fut invitée, mais la fête fut d'abord celle des familles. Les triplés plus grands coururent entre les tables, leur rire tissant une musique qui apaisait les souvenirs. Emilia prit la parole devant un public attentif. « Nous sommes ici pour bâtir des ponts, dit-elle, pour que personne ne soit obligé de marcher seul. La dignité d'une personne ne se négocie pas, elle se protège. » Les applaudissements furent longs et sincères. Elle sentait, sous ses mains, la croûte dure d'une expérience transformée. Elle pensa à sa mère, à toutes les femmes qui l'avaient conseillée, à ces petites voix qui avaient chuchoté qu'il est possible de continuer. Elle songea à Mario, non pas dans la haine, mais avec la reconnaissance douloureuse que son erreur avait déclenché une onde de changement. Le ton n'était pas celui d'un triomphe méprisant. C'était celui d'une femme qui avait pris la douleur pour la transformer en action. À la fin de l'événement, alors que la lumière tombait dans une teinte rose dorée, Hugo s'approcha d'elle. Il prit sa main, pas en geste de propriété, mais en affirmation d'alliance. Autour d'eux, des familles se parlaient, des enfants buvaient des jus et des bénévoles rangeaient les chaises. La vie
avec toute sa complexité, continuait. Le dernier plan de cette histoire montre Emilia quelques années plus tard. Elle est dans un jardin, les cheveux légèrement poivrés de vécu, riant avec les triplés désormais adolescents, tandis que la façade du centre porte une plaque discrète avec le nom qu'ils ont choisi ensemble. Un nom qui n'est pas celui d'un seul héros, mais d'une communauté. Hugo et elle marchent, côte à côte, sans feinte ni éclat déplacé, discutant d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée d'atelier. Leur bonheur n'est pas une image destinée à être vendue. Il est un souci partagé, une responsabilité prise, et pourtant, parfois, elle se surprend à repenser à la limousine et à la fraîcheur du soir où tout avait basculé. Ce souvenir, au lieu d'être une revanche, est devenu un repère. Un moment où elle a choisi la vérité plutôt que le silence, où elle a transformé l'humiliation en force, où des gens ont décidé de répondre à son courage par des actes. La morale est peut-être simple. La dignité ne se rachète pas à coups de gestes spectaculaires. Elle se reconstruit pas à pas, avec des mains qui tendent, avec des voix qui écoutent, avec des institutions qui acceptent d'être modulées par l'humain. Il a invité son ex-pauvre pour l'humilier, mais elle arriva avec un millionnaire en limousine. La phrase qui avait démarré tant de commentaires s'est transformée en histoire d'une femme qui a choisi de parler, d'une communauté qui a répondu, et d'un futur qui a commencé à prendre forme. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la dignité et la résilience finissent souvent par trouver leur chemin. Quel passage vous a le plus marqué ? Abonnez-vous pour d'autres récits qui célèbrent la force silencieuse des vies ordinaires.